Philippe Boulet pour la conférence sur l'histoire de l'hélicoptère, le secours en montagne, c'est ça. C'est le secours en montagne. La montagne, la montagne. Voilà, alors il ne fonctionne pas. Merci. Je vais prendre pardon parce que je suis bavard de toute façon, mais il faut que je boive. Ça, je vais prendre le... J'ai un avion avant, avec des volontaires. Bien, bonjour à tous. Déjà, moins croisé. Alors, moi, je fais partie, comme vous le voyez déjà un peu, de l'Union française de l'hélicoptère, dont je suis le délégué général au patrimoine. L'Union française de l'hélicoptère est en fait une fédération de fédérations qui se constitue de 6 entités. La première historique est le Groupement français de l'hélicoptère, qui est une association créée en 1981 par Lionel Poilane, avec quelques grands noms de l'hélicoptère comme Jean Moine, Charles Marchetti, Charles Schmitt. Et ce GFH, à la mort de Lionel Poilane, a été refondu dans une grande institution qui s'appelle l'UFH et qui regroupe un comité des industriels, qui sont les industriels français de l'hélicoptère, le syndicat national des exploitants de l'hélicoptère, les fédérations FFPLUM et FFG, et puis les gens qui s'occupent d'aviation d'affaires, le BAA. Moi, je m'occupe de patrimoine latent parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'hélicoptère, c'est un moyen moderne, tellement moderne que on pense qu'il n'a pas d'histoire. Alors que l'hélicoptère, pardon à tous, qui est, si je puis me permettre une moquerie déparalysée de l'évolure, l'hélicoptère est plus ancien que l'avion, puisque la première voiture tournante remonte avant l'ère chrétienne. Bien, l'histoire des hélicoptères avec la montagne, c'est donc une histoire ancienne, mais moins ancienne que celle que j'évoquais à l'instant. Elle est très riche en événements, tout particulièrement d'ailleurs dans notre pays, et évidemment nous ne pourrons que la survoler aujourd'hui, raison pour laquelle je vais vous demander votre indulgence. Je vous demande aussi d'ailleurs parce que je le dis, parce que sans ça je suis trop bavard et que vous êtes là pour 3 heures, ce qui serait quand même ennuyeux. Donc on ne va que la survoler. En fait, on peut considérer que l'interaction des hélicoptères avec la montagne remonte aux premières années opérationnelles des hélicoptères, tout bêtement. Si l'on regarde ce Hilaire, par exemple, c'est un Hilaire UH-12B avec un moteur de 200 chevaux, c'est une photo d'un appareil suisse, il est représentatif de la fin des années 40. Et il peut illustrer éventuellement, bien que c'est une machine plus puissante que celle dont je vais parler, le premier sauvetage en montagne qui a été réalisé dans les montagnes rocheuses aux États-Unis en 1948 par un pilote d'essai, suite à un gamin d'une dizaine d'années qui s'était cassé la jambe et on ne pouvait pas le ramener. Et c'est un hélicoptère qui a réussi à monter là-haut, un Hilaire. C'est le premier exemple qu'on ait. Mais à cette époque-là, à la fin des années 40, en gros, on commençait à savoir faire fonctionner un hélicoptère, mais on se demandait ce qu'on allait bien pouvoir en faire. Les constructeurs de l'époque le disent eux-mêmes. Larry Bell, qui est un constructeur très connu, constructeur des avions Bell avant des hélicoptères, disait que la première question qui se posait, c'est à quoi nous utilisons les matériels que nous produisions. Alors, l'hélicoptère, c'était un moyen qui pouvait paraître intéressant, c'était presque magique. Il est capable de voler sur place, il est capable de se déplacer à très petite vitesse, de tutoyer, comme on dit, le relief ou la végétation, de quitter le sol pratiquement verticalement, idem pour atterrir. Donc les premiers terrains de jeu des hélicoptères ont naturellement été les endroits où les autres moyens ne pouvaient pas intervenir ou trop difficilement. Donc, entre autres, la montagne. La montagne, un endroit où, comme on peut le voir, on transportait les choses à dos de mulet ou à dos d'homme, donc des heures et de beaucoup d'efforts pour transporter finalement peu de poids. Évidemment qu'on a dépensé à l'hélicoptère, mais à ce stade, on est en France, il faut penser qu'il n'y a pas d'hélicoptère français. Il n'y a aucun hélicoptère français commercialisé à la fin des années 40 et même au tout début des années 50. Le premier, ça va être l'Alouette 2, qui va être mise en service commercial en 1956. Donc il y a encore du chemin à faire. Alors c'est pourquoi les premières sociétés d'exploitation utilisaient ce genre de machine. On a vu le Hilaire, il y avait aussi le Bell 47. Les 2 premières sociétés fondées ont eu
leur hangar à côté. L'un de ces hangars est ailleurs encore en place. La première fondée, ça a été Hélicoptère, qui a été fondée à Cormeilles, en Parisie, en 1949, en juin. Et ensuite, il a eu Fenwick Hélicoptère, qui a été fondée en 1950, ici. En fait, c'est une... Fenwick Aviation existait déjà, c'était une division de Fenwick Aviation. Elles utilisaient des petites machines comme le Hilaire, donc, que vous avez vu, ou ce Bell 47G, donc 200 chevaux. Avec son moteur et avec sa conception, il ne pouvait guère emporter plus de 300 kg en plus du pilote à 2000 mètres d'altitude. Et encore, si on ne mettait pas beaucoup de carburant et si on enlevait les portes, pour gagner quelques kilos. Bon an, mal an, c'est quand même avec ce type d'appareil que les exploitants ont appris à voler en montagne. Il faut dire qu'on pouvait y faire un peu de tout. Il y avait les vols touristiques dès le début. Les premières missions au profit des collectivités locales, essayer de comprendre par où on pouvait faire passer une route ou comment fonctionnait un couloir d'avalanche. Et puis il y avait aussi le ravitaillement, bien entendu, des endroits isolés, comme ce restaurant au lac de Gaupe, dans les Pyrénées, ou encore, ça c'est moins connu, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ça se passe dans les Pyrénées aussi. C'est de l'alvinage. C'est l'alvinage d'alevins de truites sur les lacs de montagne. C'est les sociétés de pêche locales qui demandaient ça parce que les alevins ne supportaient évidemment pas le portage à dos d'hommes. Donc on utilisait les hélicoptères pour faire ce genre de travail. On le fait toujours. Hein. Alors le Bell 47, comme je vous le disais, il est plutôt limité en altitude du fait de sa motorisation. C'est le cas de tous les hélicoptères de cette époque. Cependant, il y avait quand même des gens qui croyaient à l'hélicoptère en montagne et à ces machines-là. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez, je suppose tous déjà, c'est Jean Moine. Ce monsieur, c'est le monsieur qui a posé le premier un hélicoptère au sommet du Mont Blanc, le 6 juin 1955, avec un Bell 47G. Machine dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'était pas censée pouvoir monter plus de 300 kg à 2000 mètres. Cette date du 6 juin 1955, elle est intéressante non seulement pour l'exploit de Jean Moine, mais aussi pour un autre exploit qui intervient le même jour, un record d'altitude à 8209 mètres, qui est ce que ça juge en quelque sorte un pilote qui s'appelle Jean Boulet sur le deuxième prototype de l'Alouette 2. Et déjà, on voit l'immense difficulté qu'il peut y avoir à aller au sommet du Mont Blanc avec un hélicoptère, 4810 mètres. Le même jour, une Alouette 2 monte record mondial à 8209 mètres. On sent quelque chose de nouveau qui se prépare. Ce quelque chose qui se prépare, évidemment, ça va être le turbomoteur qui va arriver sur le marché, déjà sur les prototypes. Pendant ce temps, comme on commençait à connaître mieux les capacités extraordinaires des hélicoptères, on leur trouvait de nouveaux emplois. Alors, bien entendu, l'État s'y intéressait, la gendarmerie à partir de 1954, la protection civile à partir de 1957, on commençait à s'équiper eux aussi avec le Bell 47. Et puis il y avait des hélicoptères de plus gros tonnage, le plus souvent, qui étaient utilisés par les armées. Les armées qui avaient commencé dès 1950 à utiliser des Hilaire en Indochine et qui là avaient travaillé beaucoup avec des hélicoptères en Algérie, donc étaient capables d'aligner des machines beaucoup plus grosses. Enfin, c'est ainsi en tout cas, hein, que petit à petit, l'oiseau hélicoptère faisant son nid, comme on dit, à la fin des années 50, la montagne française était devenue un de ces milieux privilégiés d'expression. Mais, bon, ça c'est une chose, mais qu'en était-il d'un domaine qui est naturellement celui auquel on pense quand on pense hélicoptère et montagne, c'est-à-dire le sauvetage? À l'époque, il n'y a pas grand-chose en fait. À cette époque-là, il n'y a pas d'organisation nationale, déjà. Il n'y a pas de... les préfets ne gèrent rien, c'est un peu ponctuel. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qui se passe, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est un des tout premiers sauvetages qui s'est passé aussi dans les Pyrénées. C'est une source de photos. Ça s'est passé au refuge Weisselance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 2650 mètres, juste sous le Vignemal. C'est un lieu très isolé, et ce jeune berger, il s'est cassé la jambe. Et là, vous voyez, il a avec lui un guide. Alors, on voit que le guide, d'ailleurs, lui soutient, là, c'est la jambe du guide. Il est assis par terre dans l'hélicoptère pour soutenir les jambes du garçon. Et le pilote, bien entendu, va prendre sa place derrière. On voit le dossier ici.
dire que c'est quand même un peu artisanal. C'est un des premiers sauvetages en montagne. C'est une machine qui est civile, une machine de Gir-Afrique. Et on n'a donc pas, à ce moment-là, d'autre fait que, tiens, il y a un hélicoptère à côté, on a un blessé, on va l'utiliser. Par contre, là, d'ailleurs, le pilote, qui était un grand ancien qui s'appelait André Morel, m'avait dit que pour décoller, ça n'avait pas été une partie de plaisir. Il était très haut, très chargé. Il y est arrivé. En tous les cas, on voyait bien qu'il fallait un peu structurer ça, essayer de comprendre comment on volait mieux en montagne dans des conditions difficiles, puisque naturellement, le secours en montagne, ce sont des conditions difficiles. Si on va chercher des gens qui se sont blessés, le plus souvent, il ne fait pas bon. Alors, bon, on ne va pas tout retracer, mais il y a une véritable histoire du secours en montagne en hélicoptère en France, et une histoire qui est une histoire dans laquelle les Français ont été pionniers. Mais il y a un catalyseur que je voudrais évoquer avec vous, qui est un véritable drame. Ça s'est passé à la fin de 1956, dans le massif du Mont-Blanc. C'est l'affaire de Vincent Don et Henri. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent certainement, parce que ça a vraiment occupé, on parle aujourd'hui de matraquage médiatique, mais ça a été véritablement une affaire qui a occupé les médias, la presse nationale, les radios, les journaux, pendant plus d'une semaine. En fait, dans cette affaire, alors on voit les moyens, une partie des moyens débloqués pour nos amis des anciens aérodromes. Ça, c'est le petit aérodrome de Passy, qui n'existe plus aujourd'hui, à côté au à côté de Chamonix, où se réunissaient les secours. On voit un H-19 de l'armée de l'air qui vient de Chambéry et qui se pose. Il y a eu 4 appareils de l'armée de l'air utilisés dans cette affaire. Et puis bon, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Jean-Vincent Don et François-Henri, c'était 2 jeunes alpinistes, des passionnés. Ils étaient partis pour une course dans le massif du Mont-Blanc, course peut-être trop difficile. Ils se sont fait surprendre par des conditions météo adverses, ils se sont épuisés, ils ont subi des gelures, et puis finalement ils n'ont eu d'autre ressource que de se recroqueviller dans un trou de neige. C'est dramatiquement classique. En haute montagne, ce genre d'accident, c'est ce qui arrive le plus souvent. Le problème, c'est que pendant une semaine, on a essayé de sauver Jean-Vincent Don et François-Henri, et on n'a pas pu les sauver. On n'a pas pu parce qu'on ne savait pas faire comme on sait faire aujourd'hui, parce que les conditions étaient vraiment dégueulasses, et parce qu'il y avait aussi des difficultés liées à une polémique qui était née de la médiatisation entre les gens qui pensaient qu'il ne fallait pas aller les chercher, ils n'avaient qu'à pas y aller, pourquoi aller faire une course comme celle-là, quand on n'a pas la compétence de la faire, etc. etc. C'était très discuté, et en fait, à la sortie, tout ce qu'on a récolté, c'est ça. Un H-34 venu de Chambéry, avec à ses commandes pas n'importe qui, pardonnez-moi quand même, c'est-à-dire le commandant Sottini, le patron de la base de Chambéry, le patron de l'école des hélicoptères de l'armée de l'air, le premier pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air, et puis l'adjudant blanc. Eh bien, ils n'ont pas réussi, ils ont été pris dans ce qu'on appelle un white-out. Le white-out, c'est très simple, vous regardez un hélico qui se pose dans la neige, vous verrez qu'il est pris dans un nuage blanc. Si ce nuage est vraiment trop présent, si on n'a plus de référence visuelle, et si ce qui arrive le plus souvent pendant une seconde ou deux et qu'on ne sait pas où est le sol, on bascule. Ça s'appelle le renversement dynamique, c'est très fréquent. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Santinier-Blanc. Ce qui nous dit aussi qu'à l'époque, on ne formait pas non plus spécialement les pilotes d'hélicoptères à faire de la montagne. Parce qu'on ne pensait pas que la montagne était l'endroit où, même si on avait commencé, comme je le disais, à y voler. Alors cette affaire, Vincent Don et Henri, comme je le disais, a eu un énorme retentissement médiatique. Elle a... Comment je pourrais vous dire ça? Elle a créé un malaise, un vrai malaise dans la population. Pendant plusieurs semaines, une campagne de presse. D'autant plus qu'on a pu extraire le corps des 2 malheureux qu'au printemps suivant. Ils étaient dans un cercle de glace. Ça a été terrible. Les journalistes étaient là avec des hélicoptères en train de filmer la récupération des corps. Il y a eu un énorme malaise et quelque chose malheureux et bon, il y a eu une prise de conscience. Le gouvernement a décidé de structurer les secours en montagne. C'est la circulaire du 21 août 1958, que connaissent bien les gens des régions de montagne, qui place les secours en montagne sous l'autorité des préfets, et donc met à leur disposition l'ensemble des moyens qui peuvent se trouver disponibles. À l'évidence, cette mesure, cette circulaire, elle a permis la mise en place directe de moyens hélicoptères adaptés à la montagne. Pourquoi? Parce que, du coup, le préfet, lui, il se retournait vers ses responsables de sécurité. Il avait qui comme responsable de sécurité auprès de lui? Il avait un pompier et un gendarme. Donc il les appelait dans son bureau, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait?
qui a des hélicoptères. Les gendarmes, ils en ont. Les pompiers, ils en ont. C'est la protection civile, c'est un peu pareil. Donc les deux structures, ces deux grands services publics, ont commencé à mettre en place des structures, de former leurs pilotes, et puis de se mettre en place par rapport à d'éventuelles grandes opérations de sauvetage en montagne. Alors, là, on voit naître, avec cette histoire, le service public hélicoptère en montagne. Mais ce n'est pas le seul cas. L'hélicoptère en montagne, c'est aussi depuis un certain temps, j'ai parlé des grosses machines militaires, elles servent depuis un certain temps. Voilà un autre de la 64, c'est en 1971, c'est beaucoup plus proche de nous. Mais le petit village de Cellier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste sous le col de la Madeleine. Il est complètement isolé par la neige. Et c'est un Sikorsky de Chambéry qui vient ravitailler le village, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de monter. Donc les militaires aussi, singulièrement l'armée de terre, la LAT et l'armée de l'air, font leur part du boulot. Et d'ailleurs, j'insiste encore un coup là, je crois qu'il faut insister sur l'évidence que les opérationnels français et le constructeur français ont pris une part considérable dans l'invention et dans le développement des métiers de l'hélicoptère en montagne. Parce qu'il y a des métiers, très largement au-delà de nos frontières d'ailleurs. Des méthodes, des équipements ont été inventés souvent sur le tas et ont permis de faire progresser rapidement l'emploi des hélicoptères en milieu montagnard. Et permettez-moi de revenir sur le sauvetage la tentative de sauvetage de Vincent Don et Henry. L'armée de l'air avait mis à la disposition des sauveteurs deux SE 3130 Alouette 2 en cours de définition opérationnelle à Mont-de-Marsan. Et Sud Aviation, pour les piloter, avait détaché ses deux meilleurs pilotes, le chef pilote d'essai Jean Boulet, que vous voyez ici de face, avec son adjoint, que vous voyez de dos, Gérard Henry, qui est un de nos grands anciens qui vient de décéder il y a quelques semaines. Et c'est eux qui ont évacué l'équipage blessé du H-34 accidenté et qui ont redescendu les équipes de secours dans la vallée. Il faut dire qu'à l'époque, ça va être un peu chauvin, la Vol 2, c'est ce qu'il y avait de mieux. C'est le premier hélicoptère équipé d'un turbomoteur, je le disais tout à l'heure. Ses performances à altitude sont bien meilleures que celles des moteurs à piston. La tête courbe de performance des turbomoteurs décroît beaucoup moins vite à altitude que celle des moteurs à piston. D'ailleurs, je vous citais tout à l'heure le record du 6 juin 1955. La Vol 2, ça a été aussi le premier hélicoptère commercialisé en France. Et cette ère du turbomoteur a ouvert de nouvelles manières de travailler, y compris en montagne, avec plus de charges payantes, plus haut. On voit ici, en 1959, par exemple, un appareil d'hélicoptère en train de mettre en place des cloisons préfabriquées. En fait, la construction d'un refuge en haute montagne, je ne sais pas trop où, personnellement. Bon, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que sous la machine, vous avez peut-être ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a un câble. Et ce câble permet de transporter sous élingue. En gros, on ne va pas trop de la technique, mais vous êtes des spécialistes pour la plupart de l'aéronautique. En gros, un hélicoptère, pour décoller, consomme le maximum, c'est le moment, le décollage est le moment où il consomme le maximum de sa puissance. Une fois décollé, il a besoin de moins de puissance. Donc on peut imaginer que si une fois qu'on est décollé, on a levé une charge, on va pouvoir lever plus qu'on aurait pu en mettant cette charge à l'intérieur. Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est comme ça qu'est né le transport sous élingue, également bien sûr pour transporter des charges volumineuses. Et ce transport sous élingue, c'est un grand métier de l'hélicoptère parce que c'est une vraie compétence, c'est un savoir professionnel. Et c'est avec l'Alouette 2 qu'on a commencé de le mettre en place d'une manière structurée, si je puis dire, mais on va voir tout à l'heure que ça s'est développé avec d'autres machines. Par contre, l'Alouette 2, c'est aussi la machine avec laquelle les sauveteurs ont commencé à travailler vraiment en montagne. Alors là, c'est la première époque. Ce que vous voyez ici, c'est donc une Alouette 2 qui vient de larguer, oh, il n'y a pas d'autre mot, hein, deux gendarmes sauveteurs avec ce curieux engin, pardon, erreur de ma part, voilà, ce curieux engin que vous voyez ici. C'est un engin que je connais bien, je l'ai utilisé dans ma prime jeunesse, on appelle ça la perche Barneau. En fait, c'est une perche dont la fourche, vous voyez, se met sur les épaules des deux sauveteurs, et il y a en dessous une sorte de hamac suspendu, et ça permet de transporter un blessé dans des conditions qui laissent les deux personnes qui portent en position d'utiliser leurs bras et leurs bras, ce qui est en montagne à peu près indispensable.
Du coup, ce que vont faire ces deux gendarmes, eh bien, c'est aller récupérer le blessé qui n'est pas loin, le mettre dans la perche et le descendre sur le plat le plus grand possible, le plus près possible, pour que l'appareil puisse se poser et le prendre à bord. Là, on assiste donc, comme je vous le disais, au début du sauvetage en montagne en hélicoptère, de manière structurée dans le cadre de la circulaire du 21 août 1958. Par contre, le vrai progrès, et ça on sait tous maintenant, c'est ce que nous voyons ici. Là, on est dans le massif du Mont Blanc, on reconnaît bien le dru à gauche et l'aiguille verte, et l'appareil, qui est une Alouette 3 de la gendarmerie, en l'espèce, celle-ci, c'est un SA-319, eh bien, elle a un bonhomme suspendu en dessous. Il est suspendu parce que juste sous la machine, il y a un treuil de sauvetage. Juste sur la machine, pardon, il y a un treuil de sauvetage avec un câble, ici. Et le mécanicien treuilliste qui est là, eh bien, il descend, il manœuvre le treuil et il descend le sauveteur. C'est un énorme progrès. Parce qu'à partir du moment où on a cet outil, on peut positionner la machine au-dessus du blessé et descendre directement le sauveteur qui n'a pas à se taper quelquefois une ascension d'une demi-heure pour arriver jusqu'au blessé, et puis qui n'a pas non plus après à se retaper la même distance avec le blessé sur le dos ou avec une perche par nous pour arriver à le mettre sur un plat. L'hélicoptère treuille aussi le blessé. Alors, l'Alouette 3 est la machine du treuillage en montagne. Elle est parce que, pour tous ceux qui ont connu l'Alouette 3, ce n'est pas un mystère, c'est une machine dont la cabine est large, très spacieuse. Et on peut treuiller 3 personnes à la suite sans difficulté. Or, en haute montagne, il est rare qu'on ait à treuiller moins de 2 à 3 personnes. Pour une raison très simple, c'est qu'on va treuiller d'abord un sauveteur pour descendre. Si c'est un peu plus sérieux, on va peut-être même treuiller un médecin. Et il faut ensuite remonter tout ce monde-là. Et en plus avec le blessé. Et donc, l'Alouette 2, dont vous avez vu avant l'action, l'Alouette 2 n'a pas la place en cabine pour prendre tout ce monde-là. L'Alouette 3, oui, elle a la place. C'est comme ça que le treuillage va se développer, pardon. C'est comme ça c'est quand je ne lis pas, je ne trouve pas les mots. C'est comme ça que le treuillage va se développer dans les montagnes, avec une machine qui a des capacités de stabilité, d'espace, de volume disponible à bord, qui vont permettre de sauver des gens. Alors ce treuil que nous voyons, ce n'est pas un treuil très performant. Il fait, on va le voir de plus près tout à l'heure, il ne fait que 30 mètres de câble et il ne peut soulever que 135 kg. Mais c'est déjà ça à l'époque. En gros, on ne peut treuiller qu'un bonhomme à la fois. Un bonhomme plus une civière. Alors, bon, il y a des fois où on ne peut pas treuiller. Celle-ci, je vous la laisse à l'écran. Quand on ne peut pas treuiller, on fait ce qu'on appelle un appui-patin. Alors, tous les pilotes comprennent que l'hélicoptère, en fait, sa voilure, c'est-à-dire ses pales, non pas le rotor. Hein. La voilure de l'hélico, ce sont les pales. Hein. On est bien d'accord, il y a un profil aérodynamique sur chaque pale. Ces pales, elles permettent de sustenter la machine et que l'hélicoptère, comme sa voilure tourne, n'a pas besoin d'avancer pour obtenir la portance, pour que la portance se manifeste sur ses ailes. C'est pourquoi on peut se mettre en sustentation au-dessus d'un endroit et récupérer le bonhomme au treuil. Mais si on peut éviter ça, parce que c'est quand même une opération délicate, on fait ce qu'on appelle un appui-patin. Là, vous voyez ici, c'est un appui-roue. La roue avant de la machine est posée sur le rocher. Les deux autres sont en sustentation. Et ça permet de stabiliser suffisamment le pilotage de la machine pour pouvoir faire monter et descendre les sauveteurs. Beaucoup plus facilement en tout cas que si on n'avait pas d'appui du tout. Si vous montez, vous descendez d'un hélicoptère en treuillage par exemple, on le voit par exemple quand on voit des hélicoptères qui larguent des parachutistes, on voit la machine qui bouge légèrement. Là, elle ne bouge pas. Mais on reste en sustentation. C'est une technique que je valorise bien volontiers parce que ça veut dire de la part des sauveteurs et en particulier des pilotes, une science de la montagne qui est assez exceptionnelle. Il faut savoir que là, dans cette configuration que nous voyons, bon, la paroi elle est là. Elle est donc à peu près à 10 mètres devant la machine. Ça veut dire que comme les pales passent à peu près à 6,50 mètres devant la machine, il y a 4 mètres devant. 4 mètres quand on a des vents traversiers, parce que les vents en montagne sont toujours traversiers, c'est-à-dire qu'ils passent comme ça ou comme ça, eh bien, on peut pas les 4 mètres en question peuvent facilement se transformer en 2 mètres, 1 mètre, ça peut être très casse-gueule. Donc, grande science du pilotage, l'Alouette 3 est très très stable, c'est une machine en plus qui bénéficie
d'une puissance, un reste d'une réserve de puissance. C'est pas long truc, mais je vous le dis quand même. En fait, ce turbomoteur, c'est un Arcust 3, c'est une turbine liée qui a été construite avec un compresseur surdimensionné. C'est le grand avantage des turbines liées. On a un compresseur surdimensionné, donc on a une capacité de donner plus d'air au moteur si on en a besoin. Il suffit de monter le collectif, l'espèce de frein à main que vous avez sur le côté, pour avoir aussi plus d'injection de carburant. Et à partir de là, on peut dépasser certaines limites que l'on ne dépasserait pas en vol normal si on en a besoin. Cette réserve de puissance, c'est un confort pour les pilotes. C'est ce confort qui leur a permis de faire un certain nombre de choses dans des circonstances difficiles. On revient sur le treuillage plus près, vu de celui qui est dessous. C'est ce fameux treuil, là, le premier qui était en service, qui fait 30 mètres et 135 kg. Pour vous donner une idée, sur les treuils actuels, cette génération-là, avec le treuil Air Équipement 76-320, eh bien, on a, non, même pas celui-là, c'est même pas les treuils actuels, c'est la génération intermédiaire, on a sur celui-ci 90 mètres de câble, on a déjà 3 fois plus de câble, et on a 175 kg. Aujourd'hui, on treuille à 90 mètres encore parce qu'on n'a pas besoin de plus, mais on treuille 275 kg. Alors l'intérêt du treuillage, je vous l'ai dit, on ne laisse pas quelqu'un sur place. Parce que si jamais il fait très moche, on monte le blessé. Si on ne peut pas treuiller le sauveteur, il reste là. Mais est-ce qu'on est sûr, quand on est à 4000 sous le Dru ou sous la Verte, qu'on va pouvoir remonter après, qu'il ne va pas y avoir un nuage qui va vous empêcher de remonter pour aller chercher le copain qui est resté sur place et qui, lui, est dans une situation plutôt délicate dans des conditions adverses? C'est pas sûr. Avec la loi de 3, on peut se permettre. C'est le gros avantage du treuillage. Alors, le treuil que je vous ai montré, le premier, c'est important les treuils, on n'en parle pas assez. Vous savez, il y a 2 domaines dans l'hélicoptère dont on ne parle jamais, on a bien tort, c'est les turbomoteurs et les treuils. Parce que ce sont des équipements majeurs. Il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est un treuil pneumatique. On voit ici ce tuyau. On alimente tout simplement en pression depuis le compresseur du turbomoteur à l'arrière de la machine. C'est très très simple. Sur les treuils actuels, comme celui-ci, c'est pas si vieux que ça, c'est 76-320, c'est 1976, la génération de treuil. On est déjà sur des treuils électriques. Bien, mais la loi de 3, c'est heureusement pas qu'une machine qui sert à faire du sauvetage. C'est une plateforme fabuleuse. Perso, j'ai fait quelques vols photos en Alouette 3, mais on est dans un salon, dans une Alouette 3 à faire des vols photos. C'est extrêmement confortable, c'est très large, on est à l'aise. Mais c'est pas fait pour ça, c'est fait pour transporter des choses. Là, ici, on voit une Alouette 3 qui transporte sous élingue, ici, une charge qu'effectivement, elle ne pourrait pas transporter à l'intérieur. L'Alouette 3 n'a donc pas été qu'une machine réservée au sauvetage, c'est aussi une machine qui a une capacité de transport très particulière, et elle annonce aussi d'autres générations de machines qui ont une capacité de sauvetage, de transport plutôt intéressante. Je veux bien vous dire un truc quand même, parce que je ne veux pas clore sur le sauvetage comme ça, ce ne serait pas sympa. Vous verrez, si vous allez au musée de l'air de l'espace au Bourget, une Alouette 3 de la gendarmerie, bleue, qui est exposée, qui s'appelle la Bravo Lima. Tout le monde la connaît dans la vallée de Chamonix. Elle a été 32 ans dans la vallée de Chamonix, cette machine. En 32 ans, elle a usé 14 pilotes, 19 mécaniciens, et elle a fait 16 087 sauvetages. Ce qui vous dit quand même une petite chose sur l'importance qu'a l'hélicoptère en haute montagne, déjà rien que pour le sauvetage. Je reviens à l'autre classique. Alors, on a vu qu'on transporte des charges, je vous explique un peu plus avant comment. Ensuite, on fait aussi du tournage de télévision avec ça. Vous voyez cette grosse caméra-là. Alors, cette photo-là, elle a été prise pendant le Tour de France de 1963. Ça a été la première expérience de tournage vidéo, de tournage télévision, avec retransmission d'images, depuis un hélicoptère. Vous savez qu'aujourd'hui encore, le Tour de France a un grand besoin des hélicoptères. Il y en a à peu près
une petite dizaine qui tournent chaque année sur le Tour de France pour faire le tournage et la retransmission. Il y a un hélicoptère qui tourne, un hélicoptère au-dessus qui récupère l'image et qui la renvoie, quelquefois, la plupart du temps, sur un relais fixe, à d'autres moments sur un avion qui lui est encore plus haut et qui récupère l'image avant de la renvoyer. Alors, l'hélico est donc très polyvalent. On peut faire ces choses-là. Ses premières expériences, c'est 1963 pour le Tour de France. Il y a aussi 1968 pour les Jeux Olympiques de Grenoble, parce que là, ça a été très particulier. La société de production n'avait pas assez de caméras pour couvrir toutes les épreuves. Donc, on prenait les hélicos des Réunions et on leur faisait faire des sauts de puce avec des caméras impraticables l'un à l'autre pour couvrir d'une épreuve à une autre. Et les gens qui ont regardé leur télévision n'ont jamais compris que, ils avaient su que s'il n'y avait pas eu ces hélicoptères, ben, ils n'auraient pas eu tous ces images. C'est donc une bête de somme, l'hélicoptère en montagne. L'Alouette 3 tout particulièrement. Mais c'est pas le... Ça a été une machine, non pas intermédiaire, mais une machine qui a servi à comprendre. Une fois que l'Alouette 3 a été installée comme appareil de transport en montagne et de transport en particulier sous élève, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. Et heureusement, à cette époque-là, alors que le constructeur n'était pas très fanat de faire quelque chose là-dessus, l'armée indienne lui a demandé, l'armée de l'Inde, lui a demandé une machine surpuissante, très légère, pour faire de la très haute montagne. C'est que là-bas, c'est les Himalayas, c'est autre chose que les Alpes. Et cette machine, en fait, c'est cette machine-là. C'est le Lama. Alors, je vous ai montré l'Alouette 2 tout à l'heure, vous allez me dire, mais c'est une Alouette 2. Ben, c'est pas tout à fait une Alouette 2, hein, quand même. Hein. En fait, c'est une structure basique d'Alouette 2, à part une section ajoutée sur la poutre ici, et une structure qui est renforcée, avec un rotor et un turbomoteur d'Alouette 3. Donc, on reconnaît le Lama, pour ceux qui ont envie de chercher à les reconnaître, à cette section de poutre-là, qui a un rotor anti-couple tripale à l'arrière, quand on peut le voir. Et cette machine-là, eh bien, elle est surpuissante parce qu'elle est très légère par rapport à sa motorisation. Une motorisation de l'Alouette 3 sur une cellule de l'Alouette 2. Et ça donne une machine qui peut lever sa propre masse à vide, sous élingue. L'élingue, c'est donc ce que nous voyons, ce câble ici, là, avec ce cadre que vous verrez mieux tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un outil, ben, si vous pouvez faire du ski aujourd'hui, c'est parce que ça existe. Pourquoi? Parce que quand on va en montagne, on voit qu'on a des conditions de température qui sont extrêmement différentes d'un moment à un autre. On a donc des amplitudes de température très importantes et on ne peut pas faire supporter ces températures dans des conditions de sécurité d'établissement recevant du public, ce qui est le cas des téléphériques et des télésièges et de la montée mécanique en général, si on n'a pas des bétons qui résistent à tous les coups. Ces bétons sont donc formulés spécialement, mais doivent être mis en place très très vite après le coulage. Donc, on est obligé, pour les mettre en place très très vite, d'utiliser des hélicoptères qui font ce travail. Alors, le Lama reste aujourd'hui encore la machine mythique de la montagne. Beaucoup de pilotes vous diront qu'on n'a pas fait mieux, alors qu'on a réellement fait mieux, mais c'est la machine mythique. C'était un appareil qui avait une incroyable, ça par contre ça n'a pas été récupéré, une incroyable maniabilité, que les appareils actuels n'ont plus. Et puis c'est l'appareil qui détient le record qui ne sera jamais battu, ou du moins on peut l'espérer. Enfin il y en a deux en fait, on va parler du deuxième tout à l'heure. Le 21 juin 1972, aux commandes du premier Lama, Jean Boulet a monté à 12 442 mètres. 12 442 mètres, personne n'a battu ce record, il est toujours pendant. Vous imaginez bien que maintenant, pour un constructeur d'hélicoptère, monter un record de cette ampleur-là, c'est tellement complexe à supposer qu'on puisse le faire, que bon, pour l'instant, personne n'a décidé de s'y attaquer. Alors, ce qui fait, donc je vous ai dit, cette espèce de petit truc-là qu'on voit mal, vous allez mieux le voir là, voilà, c'est un cadre qui est sous le ventre de la machine. Là, c'est sous une Alouette 3. J'ai fait cette photo avant-hier à Saint-Victoré, où il y a une superbe étoile de la sécurité civile qui est sur un pylône. J'ai dit, tiens, je pensais à vous à ce moment-là. Et ce cadre, vous voyez là, en fait, il répartit la charge qui va être suspendue sous l'hélicoptère en 4 points, qui sont sur, en fait, des cadres forts, où là, c'est une traverse de train d'atterrissage. Donc, on voit un câble, 2 câbles, 3 câbles et 4 câbles. Et il répartit ça avec en son centre
un crochet, qui est un crochet qui peut être ouvert par le pilote, depuis son poste de pilotage. Il peut être ouvert de deux manières, par un système électrique, dont on voit le branchement ici. Mais si ça ne marche pas, il y a toujours le système d'urgence, qui est un système pneumatique. Vous voyez ici, enfin pneumatique, mécanique, pardon. Vous voyez ici, le système mécanique, c'est le système du frein de vélo. C'est exactement ça. Le pilote a généralement sur les hélicoptères français, on met ça sur le pas collectif, donc le biais leur frein à main. D'autres le mettent sur le cyclique, mais il semble que les pilotes préfèrent le pas collectif. Et on presse la poignée et ça largue. Alors pourquoi ça largue? Parce qu'éventuellement on peut accrocher le câble qui est en dessous dans un arbre, ce genre de choses, et là on est un peu ennuyé. Donc il vaut mieux pouvoir larguer. Ce système s'appelle le cadre de sling. En France on dirait le cadre d'élingue. Les Américains appellent ça le cadre de sling, et comme on a une fâcheuse tendance aux anglicismes dans l'aéronautique, on dit que c'est un cadre de sling. A été employé et est encore employé sous la plupart des machines. Pour le lama, ça a permis de faire ce qu'on appelle de la long line, ou de la longue élingue en français. Ces élingues, donc, et celle-ci, c'est une élingue qui doit faire à peu près dans les 30 mètres, elle sert à faire du débardage. Et quand on va chercher des sapins dans ce coin-là, il faut prendre en compte l'inclinaison de la pente pour descendre le câble, et donc plus long on a de pente, de câble, moins de risque l'on prend, puisqu'on est en sécurité au-dessus, c'est le câble qui descend. Et c'est la raison pour laquelle on utilise ces longues élingues. C'est une invention américaine, ces élingues longues, c'est surtout une invention américaine parce que ce sont des élingues électriques. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Alors on utilise ça beaucoup en débardage, et on l'utilise aussi par exemple ici pour stabiliser une pente, pour amener des paravalanches, etc. Et dans les deux cas, on voit bien que c'est un lama qui fait le travail. C'est dans les années, celle-ci c'est dans les années 70, ça c'est les années 90. Ça c'est une machine d'aluminium, et ça c'est pour l'aérien français. Alors voilà les lingues électriques, je vous laisse un dessin, il vaut ce qu'il vaut, vous me pardonnerez. Mais... Alors électrique parce qu'évidemment, elle est conductrice, il y a un câble conducteur, généralement elle comprend une presse électrique à l'intérieur, c'est une sangle généralement, une lingue électrique. Et vous avez ici une prise, qui est tout simplement une prise largable, hein, c'est très simple, qui rejoint le crochet ici pour que le pilote puisse larguer en haut. Mais il peut aussi larguer en bas, parce que le câble électrique descend jusqu'ici. Donc en rouge, ce qui soutient la charge, en bleu, ce qui permet de piloter les lingues. Ça permet, comme vous l'avez vu, dans ce cas-là, vous vous rendez compte, 30 mètres d'élingue, si à chaque fois il fallait que le gars amène sa machine juste au-dessus du mécanicien pour qu'il raccroche encore une élingue, en plus ils ne sont pas donnés du tout les élingues, ce serait une perte de temps énorme. Je dis que l'hélicoptère coûte cher, on le sait. Donc, cette élingue électrique, elle permet de gagner du temps parce qu'on ne largue plus l'élingue, on largue la charge tout en bas. C'est une invention qui est arrivée en France dans les années 70. Bon, et puis là on arrive à la fin. La fin, c'est le B3. Alors l'écureuil. L'écureuil, c'est le grand succès des constructeurs européens. Il y en a eu près de 7000 de vendus à ce jour. Et en 1997, Eurocopter a sorti cette version-là qui s'appelle la S350 B3. C'est la bête qui remplace le lama. Des performances exceptionnelles. Une machine qui est légère parce que pour faire du levage en montagne, elle est conçue de manière à ce qu'on puisse enlever plein de choses dessus pour ne peut faire que ça, du coup elle est légère, mais qui peut faire plein d'autres choses. Aujourd'hui avec un B3 on fait plein de choses. Cela dit, c'est le plus cher aussi de la gamme, donc ceux qui l'achètent, c'est généralement des exploitants qui font aussi du levage. Cette photo-là que vous voyez, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, elle dit quelque chose à quelqu'un dans l'assistance ou pas? Pardon? Non, c'est pas le serveur. C'est encore plus haut, c'est l'Everest. En mai 2005, le pilote décédé Salve a posé cet hélicoptère au sommet de l'Everest. Alors là, pour le coup, celui-là, c'est vraiment le seul record qu'on ne battra jamais. Pour une seule raison, c'est qu'il faudrait venir avec ta propre plateforme pour remonter de 10 mètres. En gros, on considère que le 10 mètres, la FAI considère que le 10 mètres, c'est la différence à partir du moment de laquelle on peut prendre en compte un record. Là, celui-là ne sera jamais battu. Jean-Michel Salve a posé sa machine là-haut. Sur le film que je ne vais pas vous infliger, on voit que la machine redécolle, mais franchement,
On ne sent pas qu'il y a du mal à accrocher, ça redécolle bien. C'est une machine extrêmement puissante. C'est une machine qui, aujourd'hui, partout dans le monde, a beaucoup de succès. Je vous ai dit que c'était la meilleure vente d'Airbus, enfin, maintenant d'Airbus. C'est de toute façon une machine exceptionnelle que l'écureuil. Et si vous faites de l'hélico, vous avez à peu près 30% de chance de faire de l'écureuil. Ce qui vous dit beaucoup sur l'importance de cette machine pour les exploitants. Il peut lever jusqu'à 1400 kg sous élingue. L'Alouette 2, 600 kg, 650 kg. L'Alouette 3, 750 kg. Le Lama, 1000 kg. Là, on est à 1400 kg. Alors, ce V3, il a remplacé le Lama presque partout. On le voit faire du béton ici. Alors là, on n'est pas dans le cas des élingues électriques. On voit bien le cadre ici. Élingue, une main courte, avec une benne à béton. Et en dessous, les deux helpers. Ces garçons font un métier particulier qu'on appelle le helping. Ce sont des gens qui sont formés spécialement pour assister le pilote dans son travail, surtout sur ce type de chantier. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance de travailler vite au niveau du béton. Mais une machine comme le V3 équipée comme celui-ci, c'est à peu près 2000 € de l'heure. À partir de là, il faut faire très, 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 très vite. Et si vous avez la chance un jour de voir une opération de coulage de béton, enfin de transport de béton en montagne, regardez ça pendant 5 minutes. Vous ne perdrez pas votre temps, parce que vous allez voir un véritable ballet, au sens artistique du terme. Vous allez voir un pilote qui gère sa machine et qui gère son équipe, et ça va très, très, très vite. En gros, il vous met 2 à 3 secondes pour récupérer une veine pleine en bas, et on met 1 seconde et demie pour la vider en haut. Et la machine bascule avec sa veine pour gagner le plus de temps possible. Ce qui est très dangereux. C'est un des métiers les plus dangereux en hélicoptère. C'est même parce que les pilotes sont assez exceptionnels et ce sont de très grands professionnels qu'il n'y a pas d'accident, pratiquement pas. Parce que ce qui se passe, c'est que vous voyez que cette benne qui est là, elle est à peu près à la même distance de l'hélicoptère que le rotor. Ce qui veut dire que s'il ne calcule pas le ballon de sa benne en plongeant, parce que là elle est vide, donc elle se balade, et il va prendre le rotor arrière et là l'histoire est finie. C'est un très très beau métier. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces pilotes. Et ils permettent aujourd'hui d'aller construire en très haute montagne avec dans des conditions tout à fait acceptables. Donc, je vous ai montré le départ de la veine d'en bas, elle arrive en bas, en haut on la vide et l'appareil redescend. Voilà, c'est actuellement ce qu'on fait en montagne. Je ne vous ai pas parlé d'une autre invention intéressante qui est celle-ci. Je ne vous ai pas parlé parce que, en fait, ce serait presque... On parlait tout à l'heure de constructeurs, ce matin quelqu'un l'a dit, pour qui il ne serait pas très valorisant de montrer des machines d'une autre technologie qui ont 50 ans ou 100 ans d'âge. Ben là, ben bon, dans les années 60, chez les Unions, on cherchait des moyens de travailler un peu mieux avec une élingue. Et un jour, il y a un des mécanos qui a eu l'idée de piquer le rétroviseur, c'est une histoire authentique, d'un des berliers, d'un des camions de l'entreprise, ça se passait juste en face là. Enfin, exactement, ça se passait ici. Puisque si j'ai à peu près une bonne idée de la topographie, nous sommes dans le hangar et l'Union de 1963. Il était là. Et puisqu'entre temps, on a percé la rue Farman. Et ce mécano, il a monté un rétro de berlier, puis il a dit à un pilote, va te mettre aux commandes et dis-moi ce que tu penses de ça. Puis ils ont sorti la machine, on fait quelques essais. Après, on a inventé le rétroviseur électrique. Il n'y a pas que dans les voitures, ça existe. Il permet au pilote de voir essentiellement sa charge. Alors, il y en a deux parce qu'on essaie de voir aussi le cadre, mais dans la plupart des cas, on ne peut pas le voir. Le B3 lui le permet. Ce que je ne vous ai pas montré, qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est ceci. Sur l'Alouette 3, sur le Lama, c'est une petite cabine. Je ne sais pas si vous connaissez cette machine. Donc le pilote peut se pencher facilement, fait de la droite, donc il peut se pencher facilement pour voir sa charge, s'il a besoin de la voir. Par contre, sur l'écureuil, une machine nettement plus large, il faut se pencher beaucoup, c'est très mauvais pour les vertèbres. Donc on a inventé cette petite fenêtre de pied là, qui permet de voir la charge en dessous. Vous voyez que les machines sont équipées spécialement pour faire ce type de métier. J'insiste, le transport de béton en haute montagne, c'est un vrai métier de pilotage. La longue élingue, c'est un vrai métier de pilotage. Il n'y a pas un métier de pilote d'hélicoptère comme il n'y a pas un métier de pilote d'avion. Il y a 36 métiers. Et puis on va terminer, on va revenir au secours.
Les moyens actuels du secours, c'est cet appareil-là. Alors je mets, pour le souci de ne pas ces personnes, les deux entités qu'ils possèdent. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une conférence, j'ai des remarques maintenant. Ouais, mais t'as pas mis les rouges, bon, t'as mis que les bleus. Alors j'ai les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est le C145, c'est une machine assez fabuleuse. C'est une machine qui entre en service à la fin des années 390. C'est un bimoteur de 3500 kg. Par comparaison, la loi de 3 dont je vous disais tout à l'heure, toute l'estime que j'ai pour elle, c'était un monomoteur de 2250 kg. Là, on a franchi une autre étape, on a beaucoup de place à l'intérieur, on peut noyer 3-4 personnes sans problème, et il est bien entendu beaucoup plus performant. Voilà. 60 ans d'histoire commune entre la montagne et l'hélicoptère. Ben, écoutez, je ne sais pas, mais j'espère que je vous ai aidé un petit peu mieux percevoir tout ça, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Riche, passionnant, passionné. Moi, j'ai appris plein de choses, vous aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions complémentaires? Même des critiques, hein, ma soeur. Et puis, je n'attendais pas moins de toi. C'était passionnant, très très bien. Oui, en plus peu connu finalement. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, il y a eu plusieurs tentatives, de nombreuses tentatives de battre ce record mythique. Les Russes, les Américains. Alors les Américains, je ne sais pas si tu le sais, ils ont même essayé en vol d'onde dans les Rocheuses. Hein, tu parles de celui de l'altitude là-bas. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Et il y a eu la forfaiture sud-africaine. Le gars qui a trafiqué le barographe d'un écureuil. Je ne voudrais pas avoir de nouveau des mails désagréables du pilote en question. Les gens ont eu des mails désagréables à une certaine période parce que j'avais écrit quelque part que son record n'a pas été pris en compte parce qu'il ne doit pas être pris en compte. Effectivement, il y a quelqu'un qui, sur un écureuil S350B2 en Afrique du Sud, a fait un vol. Je ne lui ferai pas l'insulte de penser qu'il ne l'a pas fait. Hein. Il est monté très haut et il a passé un claim, comme on dit, auprès de la FAI pour un record à plus de 13 000 mètres. Le problème, c'est que la manière dont s'est fait ce record n'était pas conforme aux règlements internationaux. D'une part, la FAI n'était pas présente, et la personne qui validait le record est un militaire sud-africain qui n'était pas validé par l'autorité aéronautique sud-africaine. Donc on n'a pas pris en compte sa demande. Je peux dire, je dois la vérité de dire, que le constructeur lui-même a émis les plus grands doutes sur la possibilité de le faire avec cette machine. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, pour l'écureuil, on en est à un bon 8000 de construits à l'heure actuelle, ça continue. Ah non, un peu moins de 7000. Ah non, 8000, j'ai la liste. Oui, là, tu comptes quoi là? 8000 français, et il faut rajouter en plus la copie chinoise. C'est le contraire. C'est moins de 7000 français, ça date d'hier. Bon, ok, bon, on va se bagarrer là-dessus. Philippe Renaud. Je n'ai aucune compétence en matière d'hélicoptère et c'est juste, après ton exposé, qui est trop court, parce qu'évidemment, il y a des noms mythiques, il y a le Super Frelon, et tu as évoqué l'exceptionnel professionnalisme des officiers de treuil. Et je dirais peut-être que vous tous ici avez regardé la même chose au musée de l'air, le Super Frelon qui est dedans, avec cette reconstitution de sauvetage en mer, avec l'hélitroyage du tout libre, évidemment en conditions adverses, avec la mer démontée en dessous, et la précision qu'il faut pour descendre le tout libre à l'élingue. Et à chaque fois que j'y retourne, j'ai les mêmes frissons, les poils qui se dressent, l'officier de treuil qui caresse l'élingue pour stabiliser ces oscillations. C'est très impressionnant. Et il faut savoir que le ballon d'un treuil, à 90 mètres, ça peut être d'une dizaine de mètres. Donc arriver à poser un bonhomme au bon endroit au bon moment, c'est un vrai métier. Et c'est un métier, en plus, dans lequel de plus en plus de treuillistes est le pilote de l'hélico. En fait, le pilote, à ce moment-là, notamment en communication radio avec son treuilliste,
et c'est les treuillistes qui dirigent l'hélicoptère en disant 50 à droite, 50 à gauche, etc. 50, c'est des centimètres. J'ai une expérience dont je peux vous faire part, pas avec moi, mais qui est celle d'un ami. C'est en décembre 2010, c'est sur la barre d'Etel, vous voyez où se trouvent les plages d'Etel, un petit cargo qui s'est simplement été drossé sur les plages, là, après toute une histoire, c'était le TK Bremen. Ce bateau a été désossé sur place parce qu'il y avait des problèmes d'environnement, il fallait carrément l'enlever de là, donc on l'a complètement désossé sur place, il n'a pas pu reprendre la mer. Mais son équipage, 19 marins, ont été treuillés en pleine nuit, avec 148 km/h de vent rafale, en pleine nuit, par un équipage de la marine à bord du premier Caïman opérationnel, le premier NH-90. Le capitaine de frégate Goupil, qui est un ami, qui pilotait, m'a dit, c'est stupéfiant, parce qu'il a eu l'occasion, il n'a pas fait de super prolong, mais l'occasion de bien connaître une pilote de super et de faire du dauphin, de faire du lynx. Cette machine est d'une souplesse aux commandes absolument incroyable, même par rapport au super prolong, dont l'inertie était quand même très importante, une machine de 11 tonnes quand même. On a la capacité de faire des choses. Reste qu'il a dû faire, il faut le savoir, sur ces machines très modernes qu'on a aujourd'hui, que sont en particulier Caïman, Rodolphe a fait une fois 27 minutes, je ne veux pas vous dire de bêtises, une fois 27, une fois 18 minutes. Ils ont treuillé en deux parties, vous pouvez treuiller que 12 personnes, ils ont fait 11 et 9, 10 et 9. Il a fait, oui, 27 une fois et 19 une deuxième fois, minutes de stationnaire manuel, avec 148 km/h de vent, de nuit, sans repère visuel de vent. Quand vous êtes devant, quand vous êtes comme ça, comment vous savez que vous êtes à cet endroit? Vous êtes là, vous n'avez rien devant. Vous avez que devant, vous n'avez que le noir. Ah, il y a la plage derrière avec les camions de pompiers et tout, mais le vent, il vient du large, et on treuille face au vent. Donc, il fallait qu'il soit face au vent, donc face au large, sans repère visuel, 45 minutes de treuillage pour aller récupérer en stationnaire manuel, pour aller récupérer les impondables. Voilà, c'est quand même un joli boulot. Le premier hélicoptère, quand on est électrique, mais il semble que ce soit qui soit fabuleux. Il y a une finesse, et cela dit, super prolong sur les RICA, sur le RICA. Arrêtez-moi parce que je suis trop bavard. Si vous me laissez parler. Dominique Mur, musée de l'aviation de montagne, Passy-Salange. Oui, je suis intéressé par plus d'un titre par ce reportage. Le premier, c'est que certains d'entre vous ont entendu l'initiative d'Ariane. On essaye de faire classer le monument historique à un hangar de Bessonneau qui est encore en état sur le terrain de Passy. Or, il se trouve qu'une des photos qui est présentée montre ce hangar, puisque tous les secours de Vincent Doré-Henry d'opération ont été faits à partir du terrain de Passy. Tout à fait. Et que donc ça nous intéresse d'autant plus que un des volets que l'on voudrait mettre en scène dans le musée attenant de ce hangar serait justement le développement et la mise en œuvre du secours en montagne en particulier et du développement de l'hélicoptère. Voilà. Et pour la petite histoire, il y a eu quand même quelques sauvetages faits en avion, en austère transformés avant, dans les années 48, sur le glacier d'Argentière en particulier. On était dans le cadre de ces sauvetages inorganisés où on essayait et si on y arrivait, tant mieux. Voilà. Merci. Encore une question devant, là. Alors, quelle est la proportion des bimoteurs plutôt en montagne ou en général? Alors, on a tendance à mettre des bimoteurs maintenant en général. D'accord. Comme vous savez, nous sommes sous la coupe, c'est pas gentil ce que je veux dire dans cette enceinte, sous la coupe des réglementations aéronautiques européennes. Et ces réglementations imposent le bimoteur dans de très nombreuses circonstances. Alors, je ne vais pas vous dire que le bimoteur, c'est la solution à tous les coups. Vous savez, si vous avez deux moteurs, vous avez deux fois plus de dos de risque de panne. C'est aussi bête que ça. Bon, je ne vais pas vous dire non plus par contre que le bimoteur, c'est pas vrai que si on a un moteur qui lâche, on ne peut pas se poser quand même, parce qu'effectivement, ça peut aider. Donc, il y a deux écoles de pensée, et il y a des gens qui essaient d'être raisonnables entre les deux écoles de pensée. La proportion actuellement réglementée est celle d'aller vers le bimoteur très très clairement. D'ailleurs, vous avez le C-145, mais par exemple sur la Savoie où un hélicoptère
commercial, mais c'est l'hélicoptère MUSAF, qui rentre dans le plan départemental de sauvetage en montagne. C'est pas une machine gendarmerie ni sécurité civile, sur tout un coin là. Là, c'est une machine MUSAF qui est un EC-135, donc un bimoteur aussi. On va vers bimoteur. Sur le SAMU, on a obligation maintenant, depuis un petit bout de temps, d'utiliser uniquement des bimoteurs. On n'a plus le droit de voler en bimoteur. On n'a plus le droit, sauf certaines dérogations, de voler sur les transits parisiens en monomoteur. La réglementation va dans le sens du bimoteur. Ce qui pose un problème aux petits exploitants, parce que bien que ce n'est pas le même prix. Le bimoteur de base actuellement utilisé, c'est entre 4,5 et 5 millions d'euros. Contre un T3 qui va valoir 1,5 million, 2 millions d'euros. Ça n'a rien à voir. Ça répond à votre question? Ça répond à votre question? Merci beaucoup, Philippe Boulet, pour ce passionnant exposé qui vient clore une journée extrêmement riche de débats, d'échanges d'idées. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous retrouverez tout ça, je vous enverrai tous les liens qui vont bien pour retrouver l'ensemble des débats et la conférence. On va voir avec Philippe comment ça se passe. Les diaporamas, etc. Je vous remercie beaucoup de votre participation très active qui témoigne de la vitalité de notre réseau. Et je pense que c'est un format qu'on renouvellera, sauf si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Fin avril, ça me paraît un bon timing. Donc, je vous donne rendez-vous pour dans un an, en avril 2018, pour la suite de nos travaux. Et je vous remercie. Et je vous souhaite un bon retour. Je vous recommande L'humour dans l'air, le livre de Arlan, à la sortie, et de rendre vos badges. Merci beaucoup.